Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la which terre makes entière, me- à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut, bienvenue à tous dans l'épisode 9 du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui on va parler analyse et qualité de code et on va aussi vous donner des petits tips pour que vous puissiez faire des projets de qualité supérieure. Alors autour de la table pour parler qualité, j'ai avec moi aujourd'hui Florent, Bonjour. Philippe Bonjour. et puis aussi Greg qui reste avec nous au final, donc je pense qu'il commence à bien aimer les podcasts. Ouais, ça a bien aimé, bonjour à tous. Alors du coup sans plus attendre en fait on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors à l'heure actuelle il y a quand même pas mal de développeurs dans le monde et c'est même une population qui s'accroît à une vitesse phénoménale, il y en a vraiment de plus en plus. Et en fait j'ai l'impression que malgré le fait qu'il y ait des règles en matière de code, de qualité de code, chacun fait un peu les choses à sa sauce et c'est pas toujours ultra qualitatif, on doit bien se l'avouer. Du coup en théorie, Florent, c'est quoi un code de qualité ? Alors, monsieur définition. Ouais, c'est ça. Le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition d'un code de qualité. Je pense que c'est comme dans le foot, il y a en France 60 millions de sélectionneurs. Sur un code de qualité, il y a autant de définitions que de développeurs, quoi. Que de développeurs ou de chefs de projet ou de ce qu'on veut. Donc, du coup, on peut avoir des axes d'évaluation, mais on ne peut pas donner une définition globale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, effectivement, je pense que c'est vraiment par les axes d'analyse. Est-ce que c'est la maintenabilité qui va primer, la fiabilité, la sécurité ou la performance? Je sais pas, Greg, toi, t'as d'autres axes qui te paraissent pertinents? Non, effectivement, ça va être ça. Après, on a quand même des grands axes, des grandes choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, absolument. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver exactement les critères de qualification d'un code de qualité. Ok, mais par exemple, vous, quand vous faites des projets, c'est quoi qui prime? C'est quoi qui fait dire, tel ou tel projet a cette qualité, ou ton code, il est propre, quoi, ou il est pas propre? Déjà, un code de qualité, par définition, il bug pas. Alors, t'as le bug technique, t'as le bug fonctionnel, qui est quand même déjà plus difficile à évaluer, qui en plus peut évoluer en fonction de l'évolution de l'application. Et puis après, tu as tout ce qui concerne la performance, le fait qu'on puisse reprendre facilement le code, enfin le faire évoluer. Alors, le faire évoluer en interne par l'équipe qui l'a développé, le faire évoluer en externe ou en interne avec une autre équipe, dans tous les cas changer d'équipe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, je pense que si on se positionne d'un point de vue de l'entreprise, ce qui va être primé sur la question de qualité, c'est la maintenabilité, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le code, on est capable de le comprendre, de le maintenir et de le faire évoluer? C'est généralement ça que derrière les entreprises mettent derrière le terme de qualité de code. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais tous les outils de code d'analyse en fait, de qualité se basent sur ce critère plus que sur tous les autres, parce que la fiabilité, la sécurité ou la performance, c'est des critères qui sont beaucoup plus complexes à tester de manière automatique, quoi. C'est des critères qui s'évaluent différemment. Je veux dire, on va avoir des critères primordiaux, comme la fiabilité. Il faut que le code marche, il faut que ce qu'on a programmé fonctionne. Donc ça, je veux dire, c'est indéniable. À un moment donné, si ça ne fonctionne pas, ça ne sert même à rien d'évaluer la maintenabilité, puisque ça ne fonctionne pas. On va évaluer la sécurité en fonction du contexte projet. Ensuite, la sécurité, là je t'arrête, c'est quand même un truc qui est très récent, parce que je veux dire, avant, on n'en avait rien à faire. Oui, non, mais c'est vraiment un axe d'analyse qui, pour le coup... C'est pour ça que je dis que c'est en fonction du contexte projet. C'est qu'en plus, on ne va pas forcément le faire en fonction du projet. Et ensuite, une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, qui est sans bug, ou pseudo sans bug, on va évaluer la maintenabilité du code, de savoir si on va pouvoir le récupérer, faire des évolutions dessus, si c'est lisible, si on peut mettre n'importe quel développeur dessus ou si c'est la même personne qui va devoir être dessus parce que justement c'est pas de très bonne qualité. Et un autre des critères dont on parlait, c'est la performance, où là je pense qu'on va avoir un petit peu après qu'on peut avoir des impacts sur la qualité au niveau des performances dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des codes ultra maintenables mais pas performants, et à contrario des codes très très peu maintenables mais hyper performants. Je dirais que c'est même un peu antinomique de chercher les deux à la fois, quoi. Voilà. Ok, donc en fait on fixe le curseur, On fixe un peu le curseur là où on veut. Ouais.
Oui, puis il y a des axes quand même en plus qui sont à cheval sur à la fois le code et l'architecture d'exploitation qu'on amène derrière, typiquement sur la sécurité et la performance. Alors que par contre, le fait que ça bug pas, qu'il n'y ait pas de bug technique, bon, ça c'est 100% dans le code. Ouais, et en même temps, enfin, pour finir là-dessus, on a vu des milliards d'applications qui buguaient pas, et pourtant un vrai code tout pourri, quoi. Oui, en Le plus. critère qu'il n'y ait pas de bug n'est pas le critère Absolument, déterminant ouais. d'un code de qualité. Absolument. Mais on peut avoir des codes qui ne bug pas, qui sont globalement compréhensibles et donc maintenables, mais qui pour autant sont faits avec les pieds, quoi. Ouais. Ou qui ne respectent pas des coding rules Ouais. de base, mais sans pour autant impacter les performances, parce que finalement c'est pas très... c'est pas... Et puis on n'est pas sur des applis... ouais, puis c'est avec ce un que je volume dis, suffisant dans 90% des cas, on en a rien à foutre des performances. Voilà, c'est exactement ce que je Du voulais coup, dire. c'est pas le critère. C'est pas le critère. Ok, et du coup, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut du coup analyser la qualité de ce code? Il y a des outils qui existent, ça se passe comment? Alors, globalement, pour tout ce qui est... alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'ordinateur qui soit capable de déterminer si un code est bon. Si quelqu'un était capable de faire ça, quelque part, ça reviendrait à dire qu'il est capable d'écrire tout seul le code. Et du coup, ça n'existe pas, sinon on ne serait pas là. Ça ne serait pas là, ouais. Donc du coup, tous les outils d'analyse automatique, ils ne peuvent tester que des règles globalement simples, on va dire simples. Donc, De type... est-ce que l'indentation du code est bon? Est-ce qu'il y a des commentaires sur le code? Est-ce que les méthodes sont pas trop longues? Est-ce que les phrases dans les méthodes sont pas trop longues non plus? Il peut que tester des critères simples, avoir un peu plus compliqués, genre est-ce qu'il n'y a pas trop de boucles imbriquées ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on restera que sur des critères, enfin je sais pas ce que tu en penses Greg, mais de complexité simple. Et du coup, quelque part, ça nous donne pas ça peut nous donner un indicateur que le code est mal fait, mais ça ne donnera pas un indicateur que le code est bien fait. En fait, c'est des règles qui sont fixées arbitrairement. Alors, c'est des standards qu'on retrouve un petit peu sur tous les outils de ce type-là. Donc, effectivement, comme disait Philippe, c'est des choses qui sont relativement simples ou assez simples. Ou alors, quand on sort des choses simples, ça peut être des patterns de bugs standards, des patterns qu'on retrouve qui vont provoquer des bugs. Il y a des outils qui font ça très bien. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est gage de qualité de code. C'est gage peut-être de lisibilité du code. Et encore. Moi, au final, la lisibilité, ça fait partie quand même de la qualité. Ça fait partie de la qualité, mais j'ai vu beaucoup de ces outils où en fait les règles de base, les règles standards, on les tordait un petit peu dans tous les sens parce que au final, ça rendait pas forcément le code plus lisible. Voilà, on répondait au standard, on avait un outil qui nous disait c'est bien, vous êtes dans le standard. Mais au final, il y a certaines règles qui soit n'étaient pas possibles, soit on ne pouvait pas y répondre convenablement pour des besoins de code, pour des besoins de faire de la performance, justement. Parce que Je vois, par exemple, pour expliciter un peu ce que dit Greg, par exemple, si vous avez une méthode qui fait 500 lignes, les outils standards vous diront que ce n'est pas une bonne méthode. Du coup, ce que vont faire les développeurs pour répondre aux standards, c'est qu'ils vont diviser la méthode en 10 sous-méthodes de 10 lignes. Et du coup, tout le monde se dira, l'outil qui va analyser ça va dire, là, c'est du bon code. Mais néanmoins, personne ne s'est posé la question si, dans ces 500 lignes de code, c'était cohérent de faire ça comme ça, quoi. Et du coup, dans cette analyse, on n'a pas d'analyse sur la qualité, en fait. On a juste une analyse... Oui, c'est une analyse structure, sur la forme plus que ça. sur le fond. Ouais, il faut imaginer, pour ceux qui utilisent Word et qui ne sont pas forcément techniques, l'analyse, elle va vous dire est-ce que vous avez les bons espacements au bon endroit, si vous n'avez pas d'erreur de typo, ou ce genre de choses. Elle ne vous dira pas si vos textes c'est du Shakespeare ou pas, quoi. Non, mais je pense que c'est un peu ce niveau-là de compréhension. Oui, puis avec des critères qui sont quand même discutables d'un outil à l'autre. Parce que typiquement, maintenant, les IDE font une analyse qui est relativement poussée. On peut citer des marques là ou pas? Oui. Si on prend IntelliJ, qui est, je pense, une référence dans le domaine, typiquement en Java, j'ai vu l'autre jour, il me mettait un warning parce que j'avais instancié un ArrayList en mettant le type. Effectivement, en Java 8, même en Java 7, on n'est pas obligé de le faire. Alors, on n'est pas obligé, du coup, il faut absolument pas le mettre, sinon il te met un warning. Bon, ça, c'est une règle qui est complètement arbitraire. farfelue, Oui, c'est ça, c'est arbitraire. En fait, ils estiment que moins t'es verbeux, plus t'es clair. Ouais, mais pas... là-dessus, c'est discutable. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que le code, du coup, on va considérer que mon code est pas propre parce que j'ai un warning? C'est souvent ce que font les clients, ils font souvent ça, ils te prennent des indicateurs qui sont calculés numériquement par rapport au nombre de warnings, au nombre de bugs potentiels, et c'est pas tout le temps, mais c'est souvent, Greg, tu en as eu pas mal sur tes projets, où ils te donnent des pénalités, ils peuvent t'infliger des pénalités, ou au moins te demander de réécrire si tu as des indicateurs qui sont pas bons. Ouais, voilà, ils passent des indicateurs, en fonction de ces indicateurs, et ils te disent,
bah, vous avez répondu qu'à 80%, et on avait fixé un seuil de 90% de code hyper valide ou des choses comme ça. Donc il y a ça sur la partie structure du code, et il y a aussi ça sur la partie couverture de tests, où on va dire il y a 80% du code qui est couvert par des tests. Ça c'est pareil, c'est un peu arbitraire. C'est-à-dire que en fait, même si on écrit 230 000 lignes de code, on n'est pas obligé de tester non plus les 230 000 lignes de code par des tests. Et surtout, il faut voir les tests, de quelle manière ils sont faits. C'est-à-dire qu'on peut essayer de tout couvrir avec des tests. Et si on fait des tests complètement bateaux, les outils vont nous dire c'est bon, vous avez couvert la totalité du code, sauf qu'en fait le test ne fait rien, quoi. Ouais, et puis c'est un peu comme les commentaires, c'est-à-dire qu'on oblige les développeurs à mettre des commentaires de partout pour chaque ligne de code, et du coup ils finissent par mettre un commentaire qui n'a aucun sens, ou qui est tellement bateau qu'il n'apporte intérêt, rien, Ouais, et du coup en parce fait que- finalement ça vient pénaliser plus la lisibilité du code que ça ne l'améliore, quoi. Oui, carrément, parce que quand on se retrouve avec des développeurs qui mettent des commentaires sur des accesseurs, méthode set toto, ça set toto. Ouais, Ouais, get Ouais, Toto, mais get c'est un très bon exemple les commentaires, parce qu'effectivement, je vois en Java par exemple, on nous dit pour faire de la Javadoc, vous mettez des gros pavés de commentaires au-dessus des méthodes, etc. Mais en fait, ces pavés de commentaires servent strictement à rien au niveau de la compréhension du quasiment code. jamais rien. Bah oui, parce que c'est des choses où c'est standard, où l'explication est portée par le code, par le nom de la méthode, si c'est bien fait justement. Voilà, on va s'appuyer sur des commentaires pour se dire là c'est bon, on va bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, ça n'a pas de sens, c'est toujours pareil, il y a toujours un problème qualitatif au niveau des Ouais, commentaires. typiquement, Et ça explique pas le point de complexité en fait. la Javadoc, elle a un intérêt si tu publies un jar, enfin si tu publies une librairie, quoi, et qu'effectivement on n'a pas accès au code et qu'on n'a que la Javadoc. Mais si c'est sur une appli en interne, ça n'a pas de sens. Mais oui, par exemple, typiquement, là je travaille sur un truc de calcul de tarifs qui est assez compliqué, et si en fait je mets des lignes de commentaires pour vous expliquer que je multiplie un taux par une base, en fait ça vous apportera rien à la compréhension globale de comment on calcule une taxe sur un produit, quoi. Et du coup, je pense que ce qui manque généralement, c'est revenir à l'intelligence du développeur et de venir commenter ce qui sort de l'habituel et ce qui n'est pas trivialement écrit dans le code. En fait, le problème c'est que la vraie qualité du code. Ah, on y vient, Greg. On a le secret. Alors, c'est pas le secret, mais c'est quelque chose justement. Révélation. La révélation. C'est quelque chose qui n'est pas évaluable par des outils. Parce que c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu du fonctionnel et de la compréhension humaine. C'est-à-dire que, pour moi, la vraie qualité, elle est surtout sur le nommage de ce qu'on fait, sur le nommage du code qu'on fait, le nommage des méthodes, des variables. C'est ça qui va porter le fait de se dire, là, je comprends dans mon calculateur, qu'est-ce que c'est que ce chiffre, à quoi ça correspond, où est-ce que je l'utilise. Voilà. Mais ça, aucun outil peut vous dire que c'est bon, parce qu'aucun outil saura ce que vous avez envie de faire. Parce que comme ce que disait Philippe au début, sinon l'outil écrirait tout seul le code et ce serait beaucoup plus simple. Ouais, c'est clair. Mais il repère déjà pas quand on déclare des variables dans une boucle, donc. Ah oui, non, il y a plein de choses qui détectent pas. Ouais, après, effectivement, je pense que on peut pas, et ce que tu me fais dire est intéressant, on peut pas dissocier la qualité du code de la qualité de la conception. Parce que souvent, quand la conception est bonne, le code est simple, et quand la conception est compliquée, le code est compliqué. Et du coup, c'est vraiment deux notions qu'on peut pas séparer, quoi, à mon sens. Oui, et puis même, tu vois, ce que vous dites, ça me fait me dire qu'en fin de compte, peut-être que la qualité de code dépend aussi du développeur, pas dans le sens où ça dépend de sa vision à lui des choses, mais de ce dont il est capable. Typiquement, hier, j'ai un développeur que je n'aimerais pas évidemment, qui est venu me voir en me disant qu'il avait repris un bout de code d'un de nos clients, préférés, bien sûr, qui avait fait une fonction récursive. Et il me dit oh là là, j'ai galéré à le reprendre, c'est dégueulasse le récursif. Je dis comment ça, tu trouves que la récursivité c'est pas bien? Bah ouais. Je dis non, c'est plutôt élégant. Après, faut la maîtriser, quoi. Et en fait, justement, c'était ça le truc. Lui, il avait jamais fait de récursivité. Donc pour lui, c'était sale, parce que évidemment, il comprenait pas bien ce qu'il faisait. Et donc finalement, peut-être qu'il y a aussi un critère là-dessus, dans le sens où, effectivement, si on met en place des structures algorithmiques qu'on maîtrise pas, c'est pas très propre, ouais. Ouais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu racontes, parce que moi, ça me fait rebondir sur deux sujets. Ça me fait rebondir, par exemple, typiquement sur du Hibernate ou des choses comme ça, sur lesquelles on a pu déjà débattre. Ouais. Et du coup, c'est censé être propre, mais du coup, il y a tellement une complexité induite que finalement, je me demande si ça apporte un code de qualité ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Encore que bon, c'est censé être plus pratique que propre. Hein. Parce qu'en termes de conception, ouais, mais de performance... c'est aussi vendu dans le sens de la maintenance. Oui, voilà, c'est plutôt orienté maintenance que... Ouais, mais du coup,
Mais du coup, c'est pareil sur la partie performance, on peut peut-être dériver un peu là-dessus. Généralement, la performance, c'est souvent des codes qui sont très complexes à lire parce que du coup, ils sont optimisés dans tous les coins. Ouais, Et le moindre calcul est optimisé, il est déplacé à un autre endroit dans l'application pour être meilleur, il y a un cache qui est mis en place. Et du coup, généralement, quand on essaye d'obtenir des bonnes performances, on va rendre le code Très peu lisible. beaucoup moins lisible. Beaucoup moins lisible. Et Pourtant, c'est objectivement un très Un bon bon code code, parce qu'il ouais. va plus vite sur ce qu'il doit faire. Et par contre, comme tu disais, c'est à la limite de... Enfin, on a tous eu dans des applications un bout de code qui fonctionnait très bien, hyper performant, mais en fait, au regard des critères de l'entreprise, était mauvais parce qu'il n'était pas maintenable, pas corrigible, tout ça. Oui, ça me fait penser à quelques algos de recherche qu'on a pu faire pour certains de nos clients, où effectivement on a des fonctions ultra condensées qui font des choses très très complexes et vraiment chaque virgule compte, si j'ose dire. Et effectivement, ils ne sont pas commentés ligne à ligne parce que ça n'aurait pas de sens. Enfin, on comprendrait juste rien. Et donc là, pour le coup, on revient. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Greg, sur un commentaire global en haut de méthode qui explique la logique globale de l'algorithme, de la méthode, mais qui n'est pas détaillée ligne à ligne parce que Ouais, Ouais, du ça coup, n'a tu pas vois, de sens. quelque part, ça n'a même pas de sens de le mettre dans le code parce que ça, pour moi, ça doit être dans un document en amont du code qui vient t'expliquer en fait ce que tu essayes de faire en tant que développeur. oui, mais quand tu as une bibliothèque de méthodes, c'est pas mal de l'avoir aussi. Ouais, mais moi je trouve que, Moi, je suis assez d'accord avec Greg sur ce sujet-là. Moi, la Javadoc, je m'en sers absolument jamais, même dans des librairies que je n'ai pas développées, parce qu'en fait, Ah, mais je te dis, c'est un pas le bon commentaire niveau au-dessus de la d'analyse. méthode, après tu le mets sous forme Javadoc ou pas, mais Mm. pour que tu l'aies au moins à disposition dans le code, ce qui n'exclut pas d'avoir une doc globale à côté. Ouais. Alors du coup, on a un peu dérivé, mais, mais du coup, si on n'utilise pas trop d'outils d'analyse de code, parce que vous n'avez pas l'air d'être très très fan de ces outils. Non, mais c'est un peu la voiture balai. Oui, c'est ça oui. te donne des trucs de base, et pour les nouveaux développeurs, c'est pas du tout inutile d'avoir des standards de code. Oui, des standards, mais c'est Ouais, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Juste pour conclure là-dessus, effectivement, il y a quand même des fonctionnalités utiles en termes de peut-être de nettoyage de code. Par exemple, je pense à IntelliJ, il te dit toutes les méthodes qui ne sont pas du tout utilisées, les imports qui ne servent à rien. Le code mort, ouais, exactement. Donc ça, c'est quand même pratique, hein, parce que si toi tu dois chercher dans toute ton appli... Disons que ça a des aspects pratiques, mais ça garantit en rien la qualité du code, au final. Oui, voilà. Ça marche. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour tester la qualité de son code? On peut peut-être parler maintenant des tests unitaires. Déjà, qu'est-ce que c'est et est-ce que vous en faites dans votre quotidien? Un test unitaire, par définition, ça va tester un mécanisme unitaire de l'application. C'est une toute petite partie de l'application et de tester le bon fonctionnement. Typiquement, si vous faites un truc trivial, vous faites une méthode qui fait une somme, vous testez que la somme elle correspond bien à la somme des deux entiers que vous avez passés. En gros, c'est ça un test unitaire. Pour répondre à la question est-ce qu'on en fait, je vais laisser Greg nous expliquer ça merveilleusement. Oui, on en fait surtout parce qu'il y a certains projets qui nous obligent à en faire. Moi, je suis pas fan des tests unitaires. C'est vraiment le test que je trouve inutile et un peu bébête. Comme disait Philippe, tester qu'une fonction fait bien une somme, je vois pas trop l'intérêt. Je veux dire, le langage, on sait qu'il sait faire une somme. Donc je vois pas trop ce qu'on va tester au début et à la fin. Ouais, et puis surtout, dans la concept du test, c'est qu'en fait, le test, il doit être réalisé par quelqu'un qui n'a pas développé la fonction. Parce qu'en fait, sinon, le développeur, il n'est pas stupide. Il faut le répéter à tous nos clients, même si c'est pas facile à entendre. Mais le développeur, quand il fait une fonction, il pense qu'elle marche. Du coup, quand il va écrire le test unitaire, il va généralement écrire le test qui passe sur sa méthode, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il l'a conçu. Et s'il avait été capable de penser à un test qui marchait pas sur sa méthode, il n'aurait pas codé la méthode de cette manière-là. Donc le test développé par le développeur, ça a généralement zéro plus-value. Ouais, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les tests unitaires, la plupart du temps, ils sont développés, on en développe un certain nombre, et la plupart du temps, c'est les tests passants qui sont développés. Alors que c'est ceux qui ont le moins d'intérêt, parce que ceux qui ont plus d'intérêt, ce seraient les tests aux limites, les tests qui passent pas, et savoir comment on traite les erreurs. Ce qui est souvent laissé un peu de côté sur les projets, et ce qui est souvent mal fait. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces tests unitaires, ils vont peut-être être créés en début de projet, et puis les méthodes vont changer en cours de projet, et au final, le développeur, ce qu'il va faire, c'est pas changer le test unitaire en fonction de ce que ça devrait faire, il va juste regarder le code qu'il a fait, il va voir ce que ça retourne, il va dire le test unitaire, il doit retourner ça. Ce qui n'a aucun intérêt, parce que du coup, le test unitaire ne porte aucune logique, aucune vérification, rien du tout. En fait, ce qui est souvent confondu avec les tests unitaires par nos clients, c'est les tests de non-régression, qui eux ont un sens un peu plus poussé. Du coup, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va créer des pseudo-tests unitaires, parce que honnêtement, des tests unitaires en tant que tels, comme disait Philippe, de tester une seule fonctionnalité, on n'en voit presque plus.
des pseudo-tests unitaires d'un service, Plus haut d'une méthode niveau. d'API beaucoup plus haut niveau, qui vont être mis en place et qui vont être testés automatiquement à chaque version du projet, à chaque livraison. Ce qui va nous permettre de nous assurer que si on a touché un bout de code quelque part, les tests vont continuer à passer et on ne va pas avoir cassé la moitié du projet à côté. Voilà. Et typiquement, pour rebondir un peu sur ce qu'on avait dit dans les précédents podcasts, généralement, on va se mettre au niveau de l'API et on va tester l'API de manière fonctionnelle. Typiquement, générer une facture, on va voir si la génération de la facture correspond avec les bons niveaux de taxes et les bons niveaux de TVA, tout ce que vous voulez, parce que généralement, quand on fait des modifications de code, on peut avoir pété un autre bout du logiciel sans jamais s'en apercevoir. Et là, du coup, le test de non-régression fait parfaitement du sens. Et du coup, donc ces tests de non-régression, ils sont totalement automatiques aujourd'hui? Pas forcément, hein, on les automatise parce que Ouais. c'est quand même vachement plus simple. Alors attends, peut-être qu'il y a une précision. Ils sont lancés de manière automatique, Ils sont, mais ouais. ils ne sont pas Mais ils sont automatisés au sein de la configurés, création. Ah oui, la non, création, au il faut que ce soit un humain, quoi. Il faut toujours que ce soit un humain qui est là. Qui fait la Ouais, quoi, configuration que tu as de des base. outils qui commencent à te générer les structures de tests. Oui, la structure, mais les en fait, le structures de vrai test. test. Mais le résultat que tu veux, de toute manière, c'est l'humain qui doit dire ce que tu veux avoir en résultat. Ouais, il définit les objectifs. Et du coup, et ça, il faut, Et ça, faut ça, absolument ouais. pousser pour que ce ne soit pas les développeurs qui le fassent, mais au contraire les fonctionnels qui, eux, savent les attendus et les cas qui sont un peu aux limites. Mais du coup, ça se réfléchit quand la manière de tester et ce qu'on veut dans le test, ça se réfléchit en amont des projets. En fait, vous prenez ce système de qualité du coup de test, vous le voyez en amont des projets du coup, Alors dans l'idéal, dans l'idéal. Et après, dans je ferai dans la réalité. dans l'idéal du projet, c'est le client qui doit définir ses tests avec ce qu'on appelle un cahier de test ou un cahier de recettes, Ok. dans lequel il définit les scénarios et les tests qui doivent être faits. Voilà. Et à partir de ce cahier de test, on automatise, on code les tests de non-régression de manière à ce que ça passe et qu'à minima, ce cahier de test passe tout le temps, avant chaque livraison. Dans la vraie vie, Voilà. on l'a absolument jamais. Et en plus, généralement, le client n'est pas prêt à mettre les moyens en face de ses tests. Ouais, parce que Parce que du ça coup, coûte ouais. extraordinairement cher à développer. Bon, dans l'idée, ça coûte 30% de plus de coût du développement, quoi, si on voulait faire correctement les choses. Bien, ouais, Florent. 30% minimum, de plus, ouais. ouais, quand même. Minimum. Et en plus, toutes les évolutions, il faut repasser sur tous les tests. Du coup, c'est un coût C'est un boulot considérable. c'est un boulot considérable et non négligeable. Et dans la vraie vie, À supposer que le résultat final n'ait pas bougé d'un iota par rapport au cahier des charges Ouais. initial. oui, Ce qui est rarement le cas, en plus. ce qui est rarement le cas. Et dans la vraie vie, généralement, la question des tests se pose systématiquement quand il y a des projets qui se passent mal ou il y a des régressions. Et les régressions, on sait que c'est ce qui énerve le plus les clients parce qu'ils ont l'impression que ça marchait avant et que ça marche plus. C'est quelqu'un. Oui, c'est C'est un peu le principe. c'est un peu le principe, effectivement. Et du coup, généralement, là se pose la question de. Généralement, c'est que tu as la V2 ou la V3, ou fin de recette d'une première application, qu'on se pose la question de faire des tests unitaires. Et généralement, on fait des tests de non-régression qu'on fait de manière de rétro-engineering par rapport au code pour mettre en place des tests de non-régression. Mais cela dit, je pense qu'il faut souligner quand même qu'en général, les tests qui passent pas, c'est pas le test. D'abord, c'est des tests fonctionnels la plupart du temps. Parce que les bugs techniques évidents, ils sont réglés dès le départ. Et puis c'est quand même des cas un peu sioux, quoi. Le C'est cas la fonctionnel de base, Ouais, a c'est priori, vraiment l'arrondi qui passe les mal. développeurs ou sont pas stupides, ouais, ils l'ont testé, quoi. Bah, le cas simple, généralement, il marche bien. Ah oui. Et souvent, c'est des enchaînements en plus. C'est vrai qu'après, on se retrouve fréquemment avec des cas un petit peu touchy, un peu spécifiques, qui nécessitent un enchaînement d'actions bien précis, et Qui arrive le premier jour de prod. qui arrive le premier jour de prod, que le client ou le client du client a trouvé tout de suite, mais qu'il n'est pas capable de répéter, ou enfin, même s'il n'est pas capable de dire, bah, en fait, j'ai fait précisément telle et telle action, et ah oui, ok, d'accord, là, effectivement, ça bug. Mais on a un peu dérivé par rapport à la qualité de code fin fini, mais. Oui, un chouïa, mais bon. Non, mais tout ça pour dire, c'est réellement complexe. Enfin, ça va être utile pour des cas très très complexes, très particuliers. Et en fait, le cas du tout venant nécessite pas du tout de faire ce genre de test. Et si on revient au sujet, du coup, la qualité de code, vous l'avez, enfin, si j'ai bien compris, vous la vérifiez pas sur tous les projets, ou en tout cas, il n'y a pas de démarche qualité qui est mise sur chaque projet de chaque client. Enfin, du coup, impulsé en fait par le client. Et du coup, quand est-ce que est-ce que des fois ça vous arrive de tirer la sonnette d'alarme et de dire à un client, bon bah là, ce serait vraiment important qu'on mette en place une telle démarche. Alors je dirais que nous, en interne, on met en place une démarche qualité au sens où on accompagne. Enfin, le plus dur, c'est d'accompagner le développeur, surtout les nouveaux développeurs, à faire du code de qualité. Je dirais que ça, c'est la première, c'est presque le proactif, c'est la première démarche à mettre en place, c'est d'accompagner quand on a un développeur qui rentre sur un sujet, une techno ou un projet,
la manière dont c'est fait et la manière de continuer. Cela étant dit, je ne sais pas du tout où je voulais aller. Je sais pas, mais vas-y, continue. C'était bien parti. Oui, c'était intéressant. ouais. Oui, non, par contre, voilà, ce que je veux dire, ça, c'est la manière proactive de faire, et la deuxième manière qu'on a de travailler, c'est par l'audit. Alors, en gros, on vient de manière extérieure venir auditer le code pour voir pourquoi ça marche. Et généralement, on fait ces audits-là quand ça se passe déjà mal. Enfin, là où ça se passe mal. Et à ce moment-là, généralement, on met une sanction au sens où est-ce que le code, finalement, il y a des bugs et on est en phase de recette, c'est compliqué, mais le code est bon et du coup, il faut juste pousser un peu les efforts et on va y arriver. Ou si des fois, le code, c'est un paquet de pâtes et on s'en sortira jamais, quoi. Enfin, je veux dire, Et c'était déjà arrivé, du coup, quand c'est un paquet de pâtes, de casser carrément tout le code et de tout recommencer. Un paquet de fois. Hein. bah, c'est des applis clientes qu'on a repris en maintenance et qu'on pensait qu'on serait capable de maintenir et que finalement, on a tout jeté. On en a. Là, il est en train de pleurer à côté. On en a malheureusement quelques-uns, ouais, c'est sûr. C'est très compliqué En fait, c'est très compliqué d'évaluer la qualité d'un code sans parfaitement maîtriser le sujet. Et du coup, souvent, quand on reprend des TMA de clients, bah, on se vautre parce que effectivement, visuellement, le code avait l'air pas mal. Et parce que de la première lecture, les analyses, tout ça, et en fait, quand on rentre dans les détails, c'est n'importe quoi. Oui, en fait, le problème, c'est que bien souvent, la qualité se loge dans le côté fonctionnel. Hein. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui est bien écrit en termes techniques, mais qui n'a pas de sens en termes fonctionnels. Et ça, c'est hyper dur de s'en rendre compte. Enfin, sauf quand tu maîtrises parfaitement le sujet. Voilà, à moins de maîtriser le Ça sujet. prend un peu de temps. Ok. Et moi non plus, je savais plus où je voulais en venir. Du coup, ouais, donc en termes de qualité, donc vous devez toujours faire des choix, enfin des arbitrages à un moment donné pour toujours respecter en gros vos propres en tout cas standards de qualité quand vous écrivez du code. Et comment des fois vous arbitrez, parce que je sais qu'il y a des pour faire telle ou telle fonction, enfin, vous avez différentes manières de le faire. Est-ce que vous faites primer la qualité avant tout, ou est-ce que des fois ça vous arrive de faire un truc qui est pas très très propre, mais vous l'utilisez quand même parce que c'est pratique, quoi? Oui, parfaitement. On va faire des trucs dégueulasses, on en a tous fait. Et après, non, en fait, souvent on fait des choses dégueulasses quand on est pressé par le temps. C'est-à-dire que quand on a un délai à respecter, bah, du coup, des fois on s'aperçoit pour corriger un bug qu'il faudrait changer fondamentalement pas mal de trucs dans le logiciel. Ouais, et on ne peut pas se le permettre, quoi. C'est ce que j'allais dire. En général, on fait du dégueulasse quand on a un défaut de conception qui fait qu'on ne peut pas faire proprement sans tout casser. C'est ça. Ouais. Sinon, a priori, on évite quand même. C'est mieux, ouais. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du coup des best practices à nous donner sur la qualité de code, sur comment faire des codes de qualité pour des projets de qualité? Bah, moi, je peux peut-être donner ma propre définition d'un code de qualité. Comme ça, voilà, alors on demandait au début. Non, parce que je pense qu'elle est vraiment intimement personnelle. Et du coup, moi, ma définition d'un code de qualité, c'est un code qui est tellement compréhensible que du coup, on est capable de corriger rapidement les bugs. Voilà. Qui n'est pas tordu, quoi. Pour moi, le principal critère, c'est ça. Ouais, mais après, ça exclut quand même les cas métiers complexes, à mon sens. Ouais, mais du coup, si ta conception doit porter une simplicité... En fait, il y a... Moi, ma vision des choses, mais on sera peut-être pas toujours d'accord là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de fonctionnel complexe. Il n'y a que des gens qui sont tordus la tête. Et souvent, mais ça, c'est pas forcément dû aux développeurs, parce que du coup, en amont, on n'a pas donné des instructions simples. Mais en fait, le métier des gens, il est toujours simple quand il est exprimé clairement, et c'est souvent ça qui pêche. Je sais pas, Greg, toi, tu as peut-être une autre définition d'un code de qualité? Bah, moi, ma définition, elle inclut deux personnes. C'est-à-dire que pour moi, un code de qualité, c'est un code qui peut être relu et compris par une autre personne, et facilement. Ouais, ça revient un peu à ce que je dis, c'est tellement simple qu'on peut le comprendre. En fait, on ne peut pas évaluer soi-même la qualité de son code. Je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèquement impossible. Parce qu'on a tous notre manière de coder. On voit très bien, au sein d'Axopen par exemple, il y a des gens avec qui on va comprendre immédiatement leur code, on va aller sur leur application, on comprend ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres, on va pas comprendre, mais c'est pas pour ça que notre personne ne comprendrait pas, c'est pas pour ça que c'est mal fait. Mais voilà, on a tous notre manière de coder, mais il faut qu'on arrive à ce que ce soit un petit peu universel et que ce soit un petit peu compris par tout le monde et rapidement. Peut-être pour fusionner vos deux avis, on peut dire avec un code de qualité, ça va être un code sur lequel, quand un nouvel arrivant le prend en main, à supposer qu'il connaisse à peu près le contexte métier, il puisse s'y retrouver instantanément. Ouais, c'est ça. C'est bien résumé, ouais. Par contre, c'est vrai que pour nos auditeurs, il faut peut-être préciser une chose, c'est que en informatique, il n'y a pas qu'une seule manière de faire une chose. Il y a même une infinité de manières d'arriver au même résultat. Il n'y a pas forcément de meilleure manière dans l'absolu, quoi.
Donc du coup, c'est vrai qu'on peut... Enfin, des fois, je reprends le code de Greg, ça m'arrive malheureusement. Et Greg... quoi Quelle chance, ouais. Et Greg écrit toujours un code que je comprends parfaitement, même si c'est pas forcément toujours optimisé en termes de performance, mais en tout cas, c'est parfaitement limpide et j'ai pas de problème particulier. J'ai rarement pris du code de Florent, je crois pas avoir bossé. T'as pas besoin, ça fonctionne tout seul. Bah voilà, c'est ça. Donc Florent est peut-être le seul dépositaire du code de qualité. Et autre chose qu'il faut voir, je pense, à préciser pour nos clients, c'est qu'à partir du moment où le besoin change au fil de la construction du programme, on va forcément arriver à un stade où on met des petits patchs dans le code et on repense pas le code. C'est-à-dire qu'on va pas revoir la conception. Et ce moment-là, où on va dire « Ah ben non, en fait, il faudrait que ça marche un peu plus comme ça, ou un peu plus comme ça, mais ça, on va rajouter cette règle dedans », là, vous êtes sûr qu'à la fin, le code de qualité, vous l'aurez plus. Ouais. C'est pour ça que faut vraiment être clair sur le début du projet, sur qu'est-ce que ça doit faire. Parce qu'il n'y a pas pire que la petite règle métier qu'on vous rajoute tous les jours dans le code, qui va faire... Sur ce que ça doit faire, et puis sur les perspectives d'évolution. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça. Si on les a déjà en tête, évidemment. Mais... Bah, je crois qu'on a fait un bon tour du sujet, les gars. Ouais, moi je voudrais rajouter... T'as encore un petit mot à dire. Ouais, j'ai un petit mot à dire sur la question, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Je pense qu'il y a une notion de code fragile, et je pense que ça c'est quelque chose T'entends quoi par là? Bah, j'entends, il y a des gens qui écrivent du code solide, au sens où si dans le cas passant ça marche, et dans le cas où ça marche pas, c'est géré globalement. Et il y a des gens qui écrivent du code fragile, alors que c'est pas que le code est mauvais, mais la moindre virgule qui est pas précisée dans l'aspect peut-être que ça doit marcher, ça s'écrase lamentablement. Et cette notion de fragilité, elle est difficile à mesurer, j'en aurais pas une définition exacte, mais je pense qu'elle est intéressante à prendre en compte. Je sais pas, Florent, toi tu sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Ouais. Alors en fait, je pense que c'est plus un peu la conception de comment dire, soit je vérifie que c'est précisément les données, par exemple, en entrée que j'attends, ou en gros, c'est plutôt une conception ouverte ou fermée, quoi. Comme en réseau, si tu ouvres tous les ports et tu en fermes quelques-uns, ou l'inverse, si par défaut tu fermes tout et juste tu t'autorises ce qui est autorisé. Ouais. Et en algorithmie, c'est un peu le même concept. Si par définition tu rejettes tous les cas sauf précisément celui que tu as accepté, qui correspond à ce que tu veux, d'une certaine manière c'est plus robuste, parce que bon, après il faut gérer peut-être les erreurs de façon différenciée, mais dans tous les cas il se vautrera pas le truc. Ouais, non, ça me plaît comme analogie. Ouais, c'est ce que je veux dire. Bon bah si Philippe est ok. Non, mais surtout c'est de dire dans le cas passant il marche, mais dans le cas où il n'est pas censé marcher, il vaut mieux qu'il fasse une vraie erreur propre qu'un résultat incohérent et qu'on aura du mal à voir. Parce que sinon effectivement, ce qui a tendance à se passer, c'est qu'on contrôle pas, et en fait ça bug pas tout de suite, ça bug plus loin. Ouais. Non, mais typiquement c'est sur la facture. Alors, si par exemple vous appliquez, je sais pas, des taxes avec des produits, et que le client il vous dit bah c'est une bête multiplication, bah qu'est-ce qui va se passer si vous mettez un nombre négatif ou un zéro, quoi. C'est-à-dire que soit le code résistant va dire bah non, on m'a pas précisé la règle et du coup je ne le fais pas. Le code fragile, il va vous faire un calcul, mais en fait on ne sait pas vraiment si c'est un bon calcul, et du coup à la fin on va pas s'en apercevoir tout de suite et ça va être un vieux truc tout pourri à débugger en 10 ans. C'est typiquement le cas dont on parlait tout à l'heure avec les tests unitaires. C'est que le cas passant c'est super facile à tester. Et bah, tous les autres cas, en fait, on multiplie le test par 10 ou par 20. Parce que il y a énormément de cas qui sont à la marge, comme ça, les petits cas aux limites, où on va passer un nombre négatif, un nombre avec une virgule alors que c'était pas prévu, etc. Et ça, c'est les plus difficiles à détecter, et c'est ceux qui posent le plus de problèmes, parce que quand c'est pas prévu à la base, c'est vicieux, ouais. Ça se multiplie, ça se démultiplie, et au bout d'un moment, il y en a de partout, et ça devient très vicieux. Il y a un bug comme ça, vous pouvez pas facilement passer 15 jours à le chercher, quoi. Ouais, c'est dans les détails que se niche le diable, comme on dit. Bon, sur cette belle citation. Au revoir. Là, du coup, on va passer à l'info du jour. Là, ce matin, j'ai lu que Google Plus ferme pour faille de sécurité. Du coup, je voulais un peu en parler, parce que moi, j'avais utilisé un peu Google Plus il y a un petit bout de temps. Toi Oui, c'était moi qui gérais le compte l'utilisateur de Google Plus. C'était moi-même. Mais moi, personnellement, j'ai pas beaucoup trouvé d'intérêt, donc je suis partie assez vite. J'ai pas mis beaucoup de fermer un service à succès comme ça, c'est dommage. Ouais.
Alors c'est quand même rigolo de fermer pour faille de sécurité, comme si Facebook ou Twitter, je sais pas quoi, on n'avait jamais eu. Et bon, manifestement, je pense que la vraie raison, c'est plutôt qu'effectivement, il n'y a personne sur ce réseau social, c'est un échec. Mais c'est vrai que le motif de la faille de sécurité, ça fait rigoler. Ils en ont profité, ils n'ont pas hésité très longtemps. Hein. Oui, hein. C'était rapide. C'est que là, ça a été rapide, on n'en a pas entendu parler pendant 6 mois. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont pleurer, quoi. Non, je pense pas, non. Il y a peut-être des gens qui avaient publié des articles sur Google+, ils vont être tristes. Moi, j'avoue que pendant un moment, je pensais que déjà que ça n'existait plus. Ouais. Du coup, je m'étais pas Moi, j'ai posé juste la un peu de peine pour les gens qui ont essayé de construire auprès de ce réseau et qui ont mis du temps, question. Je des suis efforts sûr que là-dedans. nous-même, on a essayé. Parce que... Ouais, mais on n'a pas mis beaucoup Ouais, d'efforts. pas mis beaucoup d'efforts. On a pas mis- Ouais, on s'est vite rendu Ouais, compte mais que c'était pas pendant ce notre. temps, on modifiait le blog. On fait des bons les choix, lecteurs et tout. C'était quoi, il y a 5-6 ans? Je me souviens pas. Il y a un petit bout de temps déjà, mais on s'est vite rendu compte que ça Il n'allait y a 5-6 mener ans à qu'on nulle a part. abandonné, il y a 4-5 ans. Et- Bon, bah. Bon, bah, Pour voilà, trouver des photos de chats, tu peux en dire. Parce que c'est- il y a Facebook pour ça. Mais bon, bah du coup, merci les gars d'avoir participé du coup à ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis pensez à vous abonner à la chaîne et on se donne rendez-vous, je sais pas, dans 1 ou 2 semaines pour un prochain podcast. Salut à tous! Salut. Ciao.